À la une ce soir. Aujourd'hui, nous sommes debout. Debout contre l'arrogance et le mépris. Debout et nous ne baisserons plus jamais la tête. Victoire des courageuses. Gilbert Rozon condamné à leur verser 880 000 $. Elle fonctionne, la justice, quand on lui donne une chance. C'est une victoire pour l'accès à la justice. C'est une victoire pour toutes les victimes. Course à la chefferie de la CAQ, François Legault ne craint pas de scission au sein de ses troupes. Il y a un respect entre les candidats pour avoir vécu des courses dans un autre parti. Je trouve que ça se passe très bien. Et les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz ne pourront plus compter sur les États-Unis. There are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy, so the world ought to pay attention to be prepared to stand up. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, leur courage a fait avancer la justice. Après une saga de près d'une décennie, 8 femmes agressées sexuellement par Gilbert Rozon vont obtenir une compensation financière qui varie entre 70 000 $ et 150 000 $ dans le cadre donc d'un long procès civil. Elles ont donc réussi à convaincre la juge que leur version des faits, finalement, est plus probable que celle du fondateur de Juste pour rire, qui avait été acquitté au criminel, faut-il le rappeler. Donc, Lily, c'est évidemment un énorme soulagement pour les plaignantes. On peut parler même de libération parce que tu le disais, ça fait des années que ces femmes-là sont dans les procédures judiciaires. Pour certaines, ça remonte même à 2017, un moment où il y avait eu de nombreuses allégations d'agression sexuelle envers Gilbert Rozon dans la foulée du mouvement MeToo. Donc aujourd'hui, la juge a donné gain de cause aux plaignantes. Et là, évidemment, elles se réjouissent, mais du côté de Gilbert Rozon ou de son cabinet d'avocats, on n'a toujours pas eu de réaction. Moi, je vous dis, c'est à lui de baisser la tête maintenant. Moi, j'aimerais ça le rencontrer. C'est toi debout devant moi. Moi, je ne baisserai pas les yeux. Jamais. Jamais plus. Le fondateur de Juste pour rire devra indemniser 8 des 9 femmes qui le poursuivaient au civil pour agression sexuelle, a tranché la juge Chantal Tremblay aujourd'hui. Une décision attendue par le groupe qui se fait appeler les Courageuses plus de 6 mois après les plaidoiries finales du long procès civil qui aura duré 10 mois au total. Alors, j'invite toutes les femmes à dénoncer et de ne pas attendre 20 ans pour le faire. Aujourd'hui, la honte a changé de camp. Gilbert Rozon devra verser au total 880 000 $ à Lynne Charlebois, Annick Charette, Patricia Tulane, Anne-Marie Charette, Sophie Moreau, Dany Frenette, Guylaine Courcelle et Martine Roy. Seule la poursuite de Marie-Léna Sicari a été rejetée puisqu'elle n'a pas réussi à satisfaire le fardeau de preuves. Le montant accordé est loin des 14 millions de dollars, par contre, qui étaient demandés par les plaignantes. Et j'espère juste que ça découragera pas les autres femmes à dénoncer. La juge Tremblay s'est aussi montrée sévère envers l'homme de 70 ans dans son jugement de quelques 450 pages. Elle dit, je cite, « La crédibilité de M. Rozon et la fiabilité de son témoignage sont grandement affaiblies en raison des imprécisions, incohérences, invraisemblances et contradictions précipitées. » La juge a reconnu la vérité des allégations, non seulement des 8 de nos clientes qui ont eu gain de cause, mais aussi des autres victimes de Gilbert Rozon qui ont eu le courage de venir témoigner à la Cour. C'est fini ce temps-là de l'impunité pour des gestes comme ce prédateur a commis. Ce verdict marque la fin des procédures judiciaires qui auront duré près de 10 ans. On se rappelle qu'en 2020, Gilbert Rozon a été acquitté au criminel pour agression sexuelle. Une poursuite intentée par une des courageuses, Annick Charette, qui gagne finalement le combat près de 5 ans plus tard. Les 10 dernières années, Gilbert Rozon a marché dans la rue, libre, la tête haute, arrogant. Moi, j'ai pris mon siège, je me suis assis et j'ai encore attendu dans les longs couloirs du palais de justice que ce mot ait un sens. Aujourd'hui, ce mot a un sens. La semaine dernière, la poursuite en diffamation intentée par Gilbert Rozon contre Penelope McQuaid et Julie Snyder s'est réglée à l'amiable. Les 2 animatrices l'avaient accusée d'agression sexuelle dans un épisode des 4 Julie en 2020. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.
Maintenant, le règne de François Legault, vous le savez, tire à sa fin. Un ou une nouvelle première ministre va être nommée le 12 avril prochain, mais sa dernière présence à François Legault à l'Assemblée nationale, ça va être jeudi, aujourd'hui. Il était sur la côte de Beaupré pour annoncer un projet d'éolienne. Alors, Jean-François, François Legault est confiant que la CAQ va continuer malgré son départ. Oui, bien entendu. Il a été questionné aujourd'hui sur ce qui se passe du côté de la CAQ. Cette course qui semble quand même assez acrimonieuse entre Christine Fréchette et Bernard Drainville. On l'a vu lors du débat qui a lieu samedi notamment. On sait aussi que dans le dernier sondage, la CAQ est maintenant rendue à 9 % des intentions de vote. Donc, lui croit que malgré tout, ce sera possible de rallier les deux groupes une fois que le ou la première ministre sera nommée. Et également, bien que son parti va quand même pouvoir survivre à son départ. On peut l'écouter. Si on regarde le portrait général, les gens veulent qu'on s'occupe d'économie. On en a une preuve aujourd'hui. Puis ils veulent qu'on défende notre identité, mais sans faire de référendum sur la souveraineté. Ça, là, c'est à peu près la définition de la CAQ. Donc, je pense que la CAQ est là où sont les Québécois. Il y aura, dans quelques jours, un ou une nouvelle chef. Et moi, je suis confiant que la CAQ est capable de gagner la prochaine élection générale. Est-ce pas pour l'avenir du parti? Non. Bon, maintenant, Jean-François, un autre sujet. Québec a évité un conflit avec ses pharmaciens, là. Oui, tout ça à cause d'un amendement au projet de loi 15 qui a été proposé par Québec solidaire pour limiter, en fait, ce que les pharmaciens peuvent demander en honoraires aux compagnies d'assurance privées. C'est pour éviter que les contributions qui sont payées par les travailleurs, les Québécois, bien, ce soit trop élevé, mais ça a soulevé la colère des pharmaciens. Et on a réussi à s'entendre hier soir. Il y a le ministre Jean Boulet qui était d'ailleurs ici même également du côté de la côte de Beaupré. Il s'est entendu avec les pharmaciens pour continuer à discuter. Mais bon, ça en est fallu de peu pour qu'il y ait quand même un problème assez sérieux. On peut l'écouter. Quand on fait des amendements à un projet de loi, ça met pas fin au dialogue. Et on a analysé la réaction, la colère, puis ça a impliqué la discussion que j'ai eue hier avec l'Association des pharmaciens propriétaires. C'est pas parce que c'est un amendement qui est immuable. Et les pharmaciens ont raison d'être fâchés que la RAMQ ne paye pas assez. Mais c'est pas une raison, ça, pour aller se ressaisir, se repayer dans les régimes particuliers, mettre une pression et mettre en danger la pérennité des régimes particuliers au Québec. M. Jean Boulet a beau avoir dit « j'ai une entente de principe », au final, il n'y a rien, là. Il a juste capitulé. Québec solidaire, par ailleurs, a mentionné que son fameux amendement, bien, il avait été déposé tout juste avant que le Parti libéral fasse la même chose parce qu'ils avaient l'intention de déposer un amendement semblable. Merci, Jean-François. Une histoire vous fait réagir, un sujet d'enquête à nous transmettre. Vous pouvez m'écrire, vous voyez mon adresse à l'écran. Une jeune femme a été retrouvée sans vie dans le quartier Saint-Michel à Montréal en début d'après-midi. Les policiers ont retrouvé son corps à l'intérieur d'un appartement à la suite d'un signalement qui faisait état d'une altercation. Une personne d'intérêt a été arrêtée à l'extérieur de l'immeuble. Elle sera interrogée par les policiers au cours des prochaines heures. Maintenant, c'est un drame qui nous a tous marqués. C'était le 31 octobre 2020 en plein Vieux-Québec. Rappelez-vous, c'est un homme qui attaquait au sabre 7 passants, un carnage qui avait fait 2 morts. Eh bien, Carl Giroir, qui a été reconnu coupable, on le sait, mais la Cour d'appel ordonne maintenant un nouveau procès en raison d'une erreur dans les directives au jury. Les explications de Juliane Perrault. Donc finalement, Carl Giroir, l'auteur des attaques au sabre du Vieux-Québec, aura droit à un second procès. Tout ça, c'est en lien avec le droit de silence de l'accusé et son état mental lors des événements. C'était vraiment au cœur du procès. D'une part, la poursuite était d'avis que le silence de Carl Giroir démontrait des capacités, des compréhensions de ce qui se passait concrètement autour de lui. Collaborer avec les policiers, garder le silence. Et de l'autre côté, pour la défense, on avait fait venir des psychiatres, finalement, qui expliquaient que le silence ne garantissait pas l'absence de troubles mentaux. Ce qui explique la décision qui a été rendue aujourd'hui, finalement, c'est qu'on ne peut pas reprocher un accusé de garder le silence. Ça fait partie du droit canadien. Et dans ce cas-ci, la Cour d'appel, elle est d'avis que le juge d'instance, il a omis de rappeler aux 11 jurys que l'accusé avait le droit de garder le silence et que le silence pouvait être utilisé comme élément de part et d'autre dans le procès. On annule donc le verdict de culpabilité et on reprend le procès. Je vous laisse entendre Maître Pierre Gagnon, qui est avocat de la défense dans le dossier. On ne peut pas reprocher à un accusé de garder le silence et dire « Ah, il doit être coupable, il ne veut pas parler ». Dans certaines circonstances,
ce silence-là, qui normalement ne peut pas être reproché à un accusé, peut tout de même servir à déterminer, nous aider à déterminer comme jury, comme membre d'un jury, pour déterminer s'il était, dans ce cas-ci, en psychose. On ne peut pas dire « Ah, il est coupable parce qu'il a gardé le silence ». Mais est-ce que ça peut nous aider à déterminer la défense qu'il invoque, est-ce qu'elle s'applique? Tu sais ce que le juge de première instance, selon la Cour d'appel, aurait dû indiquer. Je vous rappelle que c'est un procès qui avait duré plusieurs semaines, qui impliquait une vingtaine de témoins. Carl Giroir, il avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 2045 pour les meurtres de François Duchesne et Suzanne Clermont. Pour ce qui est de Maître François Godin, qui est avocat de la Couronne, il n'a pas voulu commenter aujourd'hui. Il prend le temps de lire l'entièreté de la décision qui a été rendue. Le dossier sera maintenant de retour devant la Cour supérieure du Québec et on aura éventuellement une prochaine date de procès. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Salut Alain. Bonjour Marie-Christine. Alors, le ministre François-Philippe Champagne qui est actuellement en Chine jusqu'au 4 avril. Puis encore une fois, le but de cette visite-là, c'est de diversifier finalement les partenariats avec Pékin? Oui, tout à fait. François-Philippe Champagne va continuer le travail qu'a entamé Mark Carney dans son objectif de diversifier l'économie. On le sait, il y a déjà une entente pour les véhicules électriques pour préparer le terrain devenant le cas que Donald Trump continue son attaque vers le Canada pour rapatrier les usines d'automobiles aux États-Unis. Donc, on voit là, que c'est un enjeu qui est important pour le Canada, comme pour tous les pays qui tentent de s'entendre avec la Chine pour se trouver de nouveaux marchés, étant donné la situation actuelle en Amérique du Nord. Ouais, quand même, la question des droits de l'homme en Chine revient souvent. Comment Ottawa doit agir dans ce contexte-là? Dénoncer, mais faire tout de même du commerce avec eux? Oui, mais c'est clair là, que Ottawa est très prudent dans les enjeux des droits de l'homme. La donne a changé avec Donald Trump. Donc, je pense qu'il faut le nommer. Mais en même temps, je suis convaincu que François-Philippe Champagne ne tapera pas sur le clou très longtemps. Il va vouloir en parler brièvement pour pouvoir répondre aux questions des journalistes lorsque ça va venir sur le sujet. Mais clairement, Mark Carney a pris la décision de mettre l'économie à l'avant-plan, de mettre de côté ces enjeux-là sociaux qui empêchent le Canada d'améliorer sa situation avec la Chine. Oui. On va suivre cette visite-là de près, mais je veux t'amener sur un autre sujet. Chez nous, plus près, parlons de financement du transport collectif. Québec et Ottawa qui ne s'entendent pas dans le cadre du nouveau fonds pour le transport en commun du Canada. Qu'est-ce qui se passe? Bien, là, Marie-Christine, on parle d'un fonds de 25 milliards. La seule province qui ne s'est pas entendue avec le fédéral, c'est le Québec. Et là, on s'en va en élection fédérale. Je dirais que s'il y avait une question qu'on devrait poser au futur premier ministre du Québec, qui est Anne-Christine Fréchette et Bernard Drinville, c'est celle-ci. Allez-vous vous entendre avec le fédéral? Parce que là, il y a déjà 4 milliards qui ont été approuvé par le fédéral et la seule province, et incluant les territoires, c'est le Québec qui n'a pas réussi à aller chercher des fonds. Il y a même des projets qui sont finalisés dans d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui bloque? Bien, honnêtement, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Même le ministre des Transports ne veut pas répondre aux questions. C'est toujours la même situation. On dirait que le Québec, qui veut avoir le plein pouvoir dans ces discussions-là, veut avoir l'argent, veut faire bande à part avec les autres provinces. Puis ceux qui payent, c'est les citoyens du Québec. Mais d'un autre côté, Alain, est-ce que c'est en prenant cet argent-là, c'est Ottawa qui a son mot à dire sur les projets? Bien, c'est des discussions qui doivent se faire de part et d'autre. L'argent, oui, elle vient des contribuables du Québec, mais ça reste Ottawa qui délie les cordons de la bourse, qui décide de prioriser ces projets-là. Puis au bout de la ligne, on a des projets de tramway comme à Québec qui est en branle et on ne sait pas encore quelle sera la part du fédéral. C'est quelque chose que François Legault porte depuis le tout début. Bien, s'il veut vraiment débloquer les sommes, débloquer le projet, bien, qu'il s'entende avec le gouvernement fédéral. Oui, des sommes quand même importantes. Alain, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, la tablée des chefs se rend dans des centaines d'écoles chaque année. Pas moins de 100 000 enfants et adolescents ont bénéficié de ces programmes d'éducation culinaire depuis leur création. Mais l'organisme œuvre également auprès des jeunes de la DPJ depuis près d'une vingtaine d'années. Reportage, Lila Mouche. J'ai toujours été passionnée par la cuisine. Je cuisinais depuis mes 8 ans, 8-9 ans à peu près. Quand j'étais petite, mon frère et moi, on faisait comme semblant d'être en Masterchef. Donc,
On s'amusait vraiment beaucoup quand on était petits. Quand on grandit en centre jeunesse ou en foyer, on a plutôt l'habitude de recevoir son repas à la table ou alors aller se servir à la cafétéria. Mais quand on rentre en appartement, comment est-ce qu'on planifie ses repas? Comment est-ce qu'on achète ses aliments? Ou encore, comment on cuisine? C'est des jeunes que nous, on côtoie tous les jours, issus de la protection de la jeunesse, qui sont sortis de leur milieu familial, qui ont été nourris dans les services alimentaires de la DPJ, hébergés, mais jamais ils ont eu la chance de développer leur autonomie alimentaire. D'abord pour s'alimenter eux-mêmes, trouver à composer avec peu, donc trouver à développer la créativité, de se retrouver devant un garde-manger où il n'y a pas trop de choses, puis de trouver quand même des idées à quoi se faire à manger. Partager ensemble, entre eux, donc voir que la cuisine, c'est quelque chose de social. On brise l'isolement, on oublie nos problèmes, hein? On est capable de voir autre chose. Et on fait du bien. Et on se fait du bien. Dans les ateliers, ils sont fiers de ce qu'ils font. Puis moi, en tout cas, personnellement, dans mes ateliers, je leur permets de laisser aller leur créativité justement pour ça, parce que je le vois, la fierté dans leurs yeux. Ces jeunes-là, je sais qu'ils ont envie de vivre une vie normale, tu sais, je veux dire, comme tout le monde, puis je les vois intéressés à venir aux ateliers pour justement devenir plus autonomes. Cuisiner, dit comme ça, c'est une activité de tous les jours et on ne se rend pas forcément compte des gains qu'il y a derrière. On parle d'estime de soi, on parle d'organiser un budget ou encore de faire des choix alimentaires plus sains. Est-ce qu'il y a quelque chose une compétence plus profonde que tu as appris, tu sais? Pour le vrai, la confiance en soi, l'estime de soi, pour le vrai, me faire confiance par rapport à cuisiner, de goûter aux affaires, de ne pas avoir peur. À un moment donné, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'aimerais être cuisinière dans ma vie? J'ai essayé, j'ai pas trippé mon élève d'un jour, donc je me suis dit, ah, gars, j'ai d'autres projets, soit rentrer dans l'UDA puis devenir actrice, ou sinon devenir TES. Je vais donner au prochain, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de semer une graine chez eux et que ça se développe avec le temps à un moment donné. Puis, logiquement, regarde, on fait une différence. Là, la tablée fait une différence au niveau de leur évolution et tout ça. Ça, c'est ça. On parle d'autonomie, on parle de confiance en soi, on parle de gérer un budget. Oui. On parle de quoi d'autre? On parle de techniques de coupe, techniques de cuisson. On parle tout ce qui a un rapport avec la cuisine. C'est vraiment génial, là. Alors oui, la table des chefs crée des moments de connexion et on le voit avec les jeunes de la DPJ. Au menu ce soir, poulet parmigiana. À Longueuil, Lila Mouche pour Nouveau Info. Le Parti québécois présente son nouveau candidat dans la circonscription de Champlain, en Mauricie. C'est celle, bien sûr, de la ministre Sonia Lebel, qui, vous le savez, quittera la vie politique cet automne. Restez là. Alexandra qui nous parle depuis l'Estrie ce soir, Louis Mathieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je commence avec toi, Maxime, en Mauricie, le Parti québécois qui a présenté son candidat dans la circonscription de Sonia Lebel, qui ne se représente pas. Le PQ a annoncé la candidature de René Branchaud, un avocat en droit des affaires qui est originaire de la Mauricie, mais qui demeure cependant depuis de nombreuses années à Montréal. Mais là, il va déménager en mai dans la circonscription de Champlain dû au dépôt de sa candidature. Il reconnaît cependant ne pas être au fait de tous les dossiers de la région, comme par exemple le projet d'éolienne de TES-Canada ou la filière batterie de Bécancour, mais il prévoit aller à l'encontre de la population pour connaître les enjeux qui les intéressent, qui les inquiètent, surtout en vue des élections de cet automne. M. Branchaud devient le premier nom dévoilé au sein de l'équipe économique du Parti québécois. Il y aura plusieurs autres candidatures à court terme pour se rendre à une dizaine environ d'ici au déclenchement de l'élection. Strictement sur l'équipe économique, c'est important pour moi que la Mauricie ait des candidatures ministrables, puis que le signal, c'est qu'il y aura de l'influence pour ma région natale. Cette annonce survient alors que le Parti libéral du Québec est au sommet des intentions de vote, dépassant maintenant le Parti québécois. Et selon le site de QC 125, la circonscription de Champlain, il y a une lutte assez serrée là, entre la CAQ et le PQ. Et une autre course est très entendue dans la région, c'est la course de Trois-Rivières, la région natale de Paul Saint-Pierre Plamondon. Jean Boulet, ministre du Travail aussi, qui prévoit se représenter avec la CAQ. Et Jean Lamarche, l'ancien maire de Trois-Rivières, qui aussi a signifié son intérêt pour se présenter avec le Parti libéral
libéral du Québec. Et le PQ, de son côté, n'a toujours dévoilé aucun candidat pour le moment. Une campagne quand même qui s'annonce intéressante. Merci à toi. Maintenant, je me tourne vers Louis Mathieu, un rapport de la coroner qui invite le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean à réviser les soins donnés à un patient décédé en mai 2025. Oui, exactement. Il est nécessaire de revenir 1 an en arrière pour comprendre tout le contexte, en fait, dans lequel M. René Chouinard, 85 ans, nous a quittés le 26 mai 2025. Le tout s'est déroulé donc sur un total de 8 jours. 8 jours à travers lesquels le patient était rentré à l'hôpital et devait, par la suite, à travers de courts séjours ou quelques heures parfois, l'hôpital devait revenir à son domicile. Malgré les examens qu'on lui faisait passer, le rapport qui a été récemment publié par la coroner a révélé qu'il y a une discordance entre le diagnostic qui était émis par les différents médecins spécialistes chargés du patient et la réelle condition du patient qui a été révélée à travers l'autopsie. Pour le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a quelques reproches à se faire en lien avec la situation. C'est quand on recommande une meilleure prise en charge, là, ça veut dire faites votre job. Vous avez besoin de formation, on va vous en donner. Mais c'est assez clair que dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est pareil partout, mais dans ce cas-là, il semble y avoir eu un problème de prise en charge ou de suivi. Le suivi est aussi important que la prise en charge. Ça fait partie des règles en matière de prise en charge. Alors, est-ce qu'il y a eu des suivis? Ça n'a pas l'air d'avoir été le cas, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que cela a concouru au décès de ce monsieur-là. Monsieur Brunet faisait aussi référence à ses inquiétudes en lien avec les médecins qui sont parfois font face parfois à des compromis difficiles à choisir entre un patient jeune ou en fin de vie. Merci beaucoup, Louis Mathieu. Alexandra, maintenant, il y a une famille bien intégrée au Québec qui devra retourner dans son pays et elle s'est confiée à Nouveau Info en espérant trouver un moyen de rester. C'est un père colombien qui m'a contacté, Marie-Christine, parce que, imaginez, il y a 7 ans, il a quitté son pays avec sa famille et passé illégalement au Canada par le chemin Roxham et parce qu'il avait des menaces terroristes dans son pays. Alors, M. Wagner Giraldo vit des moments d'angoisse depuis 2 semaines parce qu'il est menacé d'expulsion. Il a appris le 11 mars dernier que sa demande d'examen de renvoi avait été refusée par le gouvernement fédéral. Pour nous, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, pas de statut et ma fille pas possible de continuer son rêve qui étudie radiologie. Comme parent, c'est vraiment difficile. C'est de faire preuve d'humanité envers cette famille dont l'accident de travail s'est produit ici. Alors, pour ces raisons-là, nous, on va demander le report de la mesure de renvoi auprès de l'Agence des services frontaliers. Une intervention ministérielle pourrait empêcher la famille de quitter le 13. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Guerre en Iran, les prochains jours seront décisifs. Selon Washington, le déploiement de troupes au sol est toujours possible. Femmes autochtones disparues ou assassinées, une nouvelle cartographie démontre l'urgence d'agir. Et les Canadiens de Montréal en quête d'une 6e victoire en autant de matchs. On en parle avec l'équipe du 5-7. Mais d'abord, 6 mois après la fin d'un procès fleuve, Gilbert Rozon, je vous le rappelle, devra verser près de 900 000 $ à 8 des 9 femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement par le fondateur de Juste pour rire. Pour en parler, je retrouve nos 2 collaborateurs, Nicole Gibault et Yves Boisvert. Bonsoir, vous 2. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, Yves, rappelle-nous les faits. Bien, les faits, c'est qu'il y a un groupe de 9 femmes qui ont poursuivi Gilbert Rozon après avoir échoué à faire une action collective. Elles ont réuni leur procès et donc ont poursuivi Gilbert Rozon pour une série d'agressions sexuelles. Et dans 8 des 9 cas, la juge a conclu que oui, il y a eu agression sexuelle et qu'elles doivent être dédommagées à hauteur de presque 900 000 $ en additionnant tous les cas. Donc, on sait bien sûr que le fardeau de la preuve n'est pas le même au criminel qu'au civil. Mais Nicole, comment tu analyses ce jugement? Mais moi, je trouve que c'est un jugement qui envoie un très gros message à toutes les victimes d'agressions sexuelles. Ça donne un souffle
potentiellement, on a beaucoup critiqué le système de justice, puis on a le droit, mais ici, ça donne un souffle d'espoir à ces gens-là, évidemment, dans des circonstances très difficiles. On ne dit pas que c'est pas long, que c'est pas pénible, c'est pas douloureux. On dit tout simplement que oui, justice peut être rendue et que la vérité, c'est important. Et je pense que c'est un jugement qui est très rigoureux sur l'analyse des faits dans ces circonstances-là. Yves, M. Rozon devra quand même payer plus de 880 000 $. C'est quand même loin des 14 millions que les femmes réclamaient. Oui, bien sûr, mais la juge explique qu'elle est liée, elle, par la jurisprudence. Les montants qui ont été accordés, parce que ce n'est pas la première fois, les autres cas étaient moins médiatisés, mais que des victimes d'agressions sexuelles poursuivent au civil leur agresseur. Et donc, les montants accordés sont plafonnés et ne sont pas très, très élevés. Évidemment, on ne comparera pas aux États-Unis parce que dans tous les cas, les comparaisons ne tiennent pas la route. Mais donc, c'est loin de ce qui était demandé, mais ça correspond à ce qui est donné généralement. Et comme dit la juge Gibault, ça reste, en les additionnant, quelque chose de très fort, Marie-Christine, parce que elle rejette là, mais absolument tous les arguments de Gilbert Rozon, qui en sort très, très amoché, parce que c'est une défense très... c'est une défense, en fait, un peu, je dirais, pleine de préjugés qu'il a présentés pour se défendre. En fait, il a perpétué des préjugés envers les femmes en tentant de se défendre de ces agressions. Oui, puis c'est ce qui a probablement affaibli la crédibilité de son témoignage. Nicole, est-ce qu'on pourrait voir, dans le fond, avec ce jugement-là, de plus en plus de victimes se tourner directement vers le civil dans des dossiers d'agression sexuelle? On pourrait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sous d'impliqués. Lorsqu'on s'en va au civil, on sait très bien qu'à moins de se représenter seul, puis que c'est souvent très difficile, alors ça coûte de l'argent de payer les avocats. Alors qu'au criminel, évidemment, on est plus témoin. La victime c'est une personne qui va témoigner, mais elle n'a pas de frais à payer. Alors, oui, j'espère que ça se fait. J'espère qu'il va y avoir des dossiers de plus en plus. Mais comme Yves dit, oui, c'est vrai qu'il existe des dossiers. Et peut-être que des gens, pour des principes, peuvent se tourner aux petites créances. J'ai déjà entendu un commentaire à cet effet-là. Écoutez, si vous y allez pour le principe, vous n'êtes pas obligé d'y aller au-delà. Et vous n'avez pas besoin d'avoir d'avocat à ce moment-là. Mais on le souhaite. Gilbert Rozon n'a pas commenté aujourd'hui. Mais Yves, qu'est-ce qui se passe s'il dit j'ai plus d'argent pour payer déjà? D'ailleurs, il l'a déjà dit, je suis ruiné. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Dans ce temps-là, la créance va être pendante, mais si on lit en détail le jugement, on voit qu'il a reçu déjà 2 millions de la vente de ses entreprises. D'autre part, il a des immeubles. Et troisièmement, il y a encore en fiducie 17 millions à être distribués en sa faveur et en celle d'autres personnes. Donc, la ruine n'est pas encore prouvée. Mais au-delà de ça, Marie-Christine, je pense que c'est très puissant ce que ça envoie comme message. Je pense pas qu'il y ait une avalanche de poursuites parce que les gens sont pas toujours solvables et comme dit la juge Gibault, ça coûte cher à poursuivre, à moins d'aller aux petites créances. Mais il y a quand même le fait que cette juge dit « je vous crois », ça tient la route. Oui, on peut avoir des contradictions. Oui, ça se peut d'avoir encore des relations personnelles avec quelqu'un qui vous a agressé. Oui, on peut être marié et être violé par son mari. Alors, tous ces messages-là, mis bout à bout, à part de vous donner la nausée là, quand on lit l'ensemble de son comportement, mais je pense que c'est très fort socialement. Oui, très puissant comme jugement. Yves, je te remercie. Je me retourne vers Nicole sur un autre sujet parce que, Nicole, la Cour d'appel ordonne un nouveau procès pour Carl Giroir qui a attaqué au sabre 7 passants le 31 octobre 2020. Carnage qui a fait 2 morts, tout ça en raison d'une erreur dans les directives données au jury. Oui, c'est important de le souligner parce que, évidemment, on parle autour de cette décision de la Cour d'appel du droit au silence. C'est pas le droit au silence pour déclarer quelqu'un coupable ou non coupable. Bien important parce que lorsqu'on invoque « Ah, t'as pas parlé, tu dois être coupable », ça, c'est très clairement pas
on ne peut pas invoquer cette façon-là. Mais ici, c'est une défense de non-responsabilité criminelle, deux théories complètement différentes. Une théorie qui dit que son silence lors de l'interrogatoire fait en sorte que ça peut démontrer telle chose, qu'il était non responsable criminellement. Et l'inverse, par d'autres experts, a été annoncé au tribunal, c'est-à-dire que oui, il serait responsable criminellement parce qu'il ne répond pas, donc il sait. Alors, oui, c'est vrai que ça tourne autour du fait que le droit au silence existe, mais dans un contexte très particulier de la non-responsabilité criminelle. Alors, c'est pour ça que la Cour d'appel a rendu cette décision-là et ordonne un nouveau procès. C'est terrible pour la famille, les familles des victimes, mais c'est une règle de droit fondamentale. Oui, on va suivre ce nouveau procès. Merci beaucoup, Nicole. Maintenant, allez chercher votre propre pétrole. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président américain aux pays qui sont impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, Sabrina, résultat, le prix de l'essence a explosé aujourd'hui. Oui, donc voilà, les prix complètement qui ont explosé du côté de l'essence aux États-Unis. Et d'ailleurs, le président américain aujourd'hui qui a décoché plusieurs flèches à plusieurs pays dans le Royaume-Uni qui refusent de s'impliquer dans le conflit en Iran et qui n'ont plus de kérosène, en fait, à cause du détroit d'Ormuz, comme vous le voyez à l'écran. Donald Trump a donc dit, oui, allez chercher votre propre pétrole ou achetez-le aux États-Unis. Mais bon, comme je le disais, ces propos incendiaires qui ont été écrits sur Truth Social a eu un important impact sur le prix de l'essence. Alors, du côté des États-Unis, on a vu le gallon là, qui a atteint 4 $. Ici, du côté du Québec, là, ça jouait quand même, on le voit, 1,87 $ du côté de Saint-Bruno de Montarville, sinon, et sur la Rive-Sud également de Montréal. Mais également, aujourd'hui, il y a le secrétaire américain à la Défense qui a dit aujourd'hui que les discussions s'intensifient donc pour mettre fin au conflit. La présence de militaires aussi qui est toujours dans les airs. On va l'écouter justement 3 moments marquants du point de presse qu'il a donné aujourd'hui. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Our adversary right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. But the point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. There are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. Et il y a le président iranien qui a dit aujourd'hui que son pays est prêt à cesser les combats s'il n'y a plus d'attaques, en fait, qui visent l'Iran. Mais quand même, un petit peu plus tôt aujourd'hui, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait averti les dirigeants européens que s'ils interviennent dans le conflit, eh bien, les conséquences pourraient être quand même dangereuses. Et le premier ministre Mark Carney qui a dénoncé aujourd'hui les frappes et la violence de l'armée israélienne au Liban. Oui, il y a plusieurs pays européens, également des membres de l'OTAN, des membres de l'Union européenne qui ont également dénoncé la situation dans le sud du Liban. Mark Carney qui a donc dénoncé l'invasion illégale d'Israël au Liban en disant que ça violait la souveraineté du pays. C'est ce qu'a dit le premier ministre alors qu'il était questionné en conférence de presse en Outaouais. Le Canada condamne l'occupation du sud du Liban jusqu'au début de l'opération. Ça, c'est clair. C'est le moment où il faut avoir un cessez-le-feu au Liban. Bon, et je termine avec la fameuse salle de bal, en fait, de Donald Trump. Oui. On sait qu'il veut construire là, du côté donc, de la Maison-Blanche. Ça avait commencé à être démoli, mais là, il y a un juge qui a suspendu les travaux de construction parce qu'il a dit, Donald Trump, c'est quand même pas le propriétaire carrément de cette salle de bal-là. Alors, reste à voir qu'est-ce qui va survenir avec la salle de bal maintenant. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. On va rester aux États-Unis. La Cour suprême qui autorise à nouveau les thérapies de conversion. Les juges à majorité conservatrice ont conclu qu'une loi du Colorado qui interdisait ces pratiques pour les jeunes LGBTQ+, portait atteinte à la liberté d'expression. Ça donne ainsi raison à la conseillère psychologique chrétienne qui avait lancé la contestation. La Cour envoie donc l'affaire aux juridictions des différents États pour qu'elles révisent leurs décisions défavorables. On vient chez nous maintenant. Un organisme a dévoilé un projet de cartographie pour mesurer l'ampleur des disparitions et des assassinats des femmes autochtones au Québec. Un projet qui vise à sensibiliser la population, mais aussi à faire bouger les autorités et les gouvernements. Reportage, Félix-Antoine Audet.
Ça prend quoi de plus pour montrer que c'est ça la réalité des femmes autochtones? Des femmes disparues assassinées. Ça fait plus de 2 ans que la FAQ, les femmes autochtones du Québec, travaillent conjointement avec l'Université du Québec en Outaouais afin de dévoiler le projet de recherche qu'on a présenté à Québec ce matin. Une carte qui répertorie les 124 cas de femmes autochtones assassinées ou disparues de 1950 à 2026. Une première dans l'histoire des communautés autochtones et surtout une étape qu'on juge cruciale. Je dirais que ça venait confirmer effectivement ce qu'on sait depuis toujours. Ça vient confirmer effectivement la douleur que les familles vivent. Ça vient confirmer les réponses aussi qu'elles n'ont pas obtenues. C'est quand même une première au Québec d'avoir accès à ces données, donc c'est sûr que peut-être d'éveiller les consciences une bonne fois pour toutes, puis de réaliser que le Québec est aussi concerné par l'enjeu. On parle souvent au Canada, mais pas au Québec. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée et l'espoir, c'est qu'on réalise le manque toutes les personnes qui sont restées dans l'ombre. C'est des données qui sont pas complètes. On sait qu'il y a d'autres de données, mais évidemment, dans une recherche, on ne peut pas tout aller chercher. C'est très difficile. Juste les données qu'on est allé chercher, que l'équipe de recherche est allée chercher, c'était difficile. Le chiffre magique sur la carte derrière moi, c'est 124. Mais c'est facile d'oublier que ce 124, ce sont 124 histoires de femmes disparues ou assassinées, comme l'histoire de Cindy. Mettons, depuis 2014, la dernière trace qu'on a d'elle, c'est un membre de ma famille qui l'aurait vue, c'est ma sœur Cathy, qui aurait vu ma sœur Cindy en mai 2014, puis elle était pas mal maganée, le visage avec des traces de violence. Puis ce qu'il avait dit à ma sœur, c'est qu'il avait été battu par son conjoint. Ces 12 années-là, comment on les vit comme membre de la famille de Cindy? C'est difficile. C'est difficile. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de deuil. Ça va faire 1 an que mon père est décédé le 5 avril. Ça, je sais, j'ai un deuil à faire. Mais la disparition de Cindy, comment je le vis? Je ne sais même pas les mots prononcés. Quoi dire? Mes petits-enfants, j'ai 2 petites filles, puis qui me posent la question, c'est quoi qui t'est arrivé à Cindy? Comment tu l'expliques à un enfant de 9 ans, à un enfant de 12 ans? C'est pas encore le cas, mais éventuellement, les résultats de la recherche de l'Université du Québec en Outaouais et des femmes autochtones du Québec seront disponibles sous forme de cartes interactives sur Internet. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. La 2e saison de Big Brother, le piège, fait son arrivée sur Crave. Demain, au retour, entrevue avec la candidate piégée. Restez là. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, la 2e saison de Big Brother, le piège, qui débute demain. Et qui de mieux que pour nous en parler que la participante piégée? Oui, puis c'est important de dire que cette participante-là, bien sûr, au moment où elle est entrée dans la maison, elle ne savait pas. Oui. Elle est entrée au moment. Oui, non, mais pour que les gens ne pensent pas comme mon Dieu, elle devait le savoir. Non, non, vraiment pas. Okay. On va aller la rejoindre, on va lui en parler. Alors, bonsoir, Sandrine. Sandrine, est-ce que tu m'entends? Elle gratte son nez. Oui, il y a comme un petit délai. Oui, bon. Sandrine, on vient de le dire, donc tu vas arriver demain sur la plateforme Crave avec les 3 premiers épisodes. Oui, il y a un petit bug. Parfait. Alors donc, tu arrives demain sur la plateforme de Crave pour les 3 premiers épisodes. Sandrine, au moment où tu arrives dans la maison, comment tu trouves tes colocataires? Est-ce que déjà tu les trouves un peu excessifs, un petit peu trop là? On m'avait dit que j'allais être avec des grosses personnalités et dès les 2 premières personnes, j'ai trouvé assez intense. D'habitude, c'est moi la personne la plus intense du groupe. Fait que oui. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un moment pendant le parcours où tu t'es dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça se peut pas, ce qui est en train de m'arriver là, ou tu n'as rien vu aller? Quelle belle grosse gang de cas! Une joke. Mais à plein de moments, j'ai mentionné, vraiment, c'est une joke, je peux pas croire, mais dans le fait que t'es dans la maison de Big Brother, dans aucun cas,
ça peut être un piège. Ça s'est jamais vu, donc même si je trouvais que ça faisait aucun sens, bien, dans aucun cas, je pouvais me douter que j'étais en train de me faire piéger, non. Et dis-moi en terminant, là, quand on t'apprend que finalement tu as été piégé, c'est quoi ta première réaction? Qu'est-ce qui va arriver? On est en train de te mentir toute la gang. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Je vais réussir à suivre le script. C'est la scène la plus risquée qu'on a fait en 2 saisons. Danger. Bon, oui, alors je pense qu'on a perdu. On va comprendre que le délai était beaucoup trop long. beaucoup trop long. Alex, tu peux peut-être conclure rapidement. Alors, oui, c'est ça, exactement. Alors, sachez que ça commence demain. 3 épisodes qui seront déposés, ensuite 2 par semaine. Et croyez-moi, c'est pas mal plus dynamique dans le montage des épisodes que notre entrevue dans ce moment. Ça arrive, on a essayé. On a essayé. À demain. On a voulu combler le temps de ce Andréane, Yannick, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. Le CH qui va tenter de poursuivre sa lancée victorieuse. Quand même, il va manquer un élément important défensif. Oui, c'est le défenseur Alexandre Carrier qui, malheureusement, est blessé. Va rater l'activité pour de 2 à 4 semaines en raison d'une blessure au haut du corps. Alors, si ça va à 4 semaines, pourrait même rater le début des séries éliminatoires. C'est-à-dire que, Arbor Xhekaj va reprendre sa place au sein de la brigade défensive du Canadien, lui qui avait été utilisé comme attaquant dimanche en Caroline. Josh Anderson est remis de son vilain virus, va jouer ce soir également. Et c'est Jakub Dobeš qui a été fumant contre les Hurricanes dimanche qui va reprendre sa place face au Lightning qui devance le Canadien que par 4 points au classement de l'Atlantique. Petite note concernant les Maple Leafs de Toronto. Le grand patron de l'organisation a rencontré les médias aujourd'hui pour expliquer pourquoi il avait congédié le directeur général Brad Treliving hier soir. Keith Pelly qui a parlé du manque de culture, de structure, donc sur la patinoire, dans l'organisation, avant de vanter certains des adversaires dans l'Est, dont le Canadien. Pelly a dit qu'il n'avait pas vu venir cette montée en puissance du Canadien et des Sabres de Buffalo au passage. Et il ajoute que le tricolore sera une équipe énergique et forte pour longtemps, notamment grâce à ses jeunes espoirs, dont Michael H. Alors, on verra comment ça va se passer du côté des Maple Leafs. C'est un peu flou ce qui s'en vient pour Toronto. Là. Maintenant, parlez-moi de Tiger Woods, parce qu'on sait qu'il a eu qui était impliqué dans un accident. Et là, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est qu'il a plaidé non coupable. Oui, et il a demandé un procès devant jury. Alors, on va voir comment ça va s'établir dans les prochaines semaines. Mais selon une déclaration qu'il a faite sous serment aux policiers, on a appris qu'il avait admis donc aux autorités qu'il manipulait son cellulaire et qu'il changeait de station de radio au moment de l'accident. Donc, il ne s'était pas rendu compte que le camion en avant de lui avait ralenti. Et il y a un policier qui a affirmé que Woods avait les yeux rouges, vitreux, les pupilles extrêmement dilatées. Il était lent dans ses réactions. Il y avait des comprimés donc d'antidouleurs dans ses poches. Alors, on verra bien ce qu'il advient de Encore heureux qu'il n'y ait pas eu d'autres personnes impliquées dans cet accident-là, pas de blessés. Maintenant, on connaît l'identité de l'adversaire du Canada pour son premier match de la Coupe du monde 2026 qui va avoir lieu le 12 juin. Tout à fait. C'était la Bosnie et l'Italie qui s'affrontaient. Ça vient de se terminer il y a quelques minutes et ça s'est terminé au pénalité, Marie-Christine. On va te montrer le premier tir raté de l'Italie, malheureusement. Le 4e également des Italiens va toucher la barre horizontale et on va te montrer le but de la victoire, le but de la Bosnie qui ont été 4-4 lors des pénalités. Alors la Bosnie qui va affronter le Canada à la Coupe du monde le 12 juin, c'est donc dire que c'est une 3e Coupe du monde de suite ratée pour les Italiens. Et je te mentionne également que la formation canadienne en soccer toujours masculin dispute un match amical ce soir à Toronto. C'est contre la Tunisie. Le Canada qui avait fait match nul 2-2 contre l'Islande en fin de semaine. Merci pour la précision. Bye à vous deux. Bye-bye. À demain. Place pour le lancement de la mission Artemis 2 demain soir à Cap Canaveral en Floride. Plus de 50 ans après Apollo, les 4 astronautes, dont le Canadien, bien sûr, Jeremy Hansen, qui s'apprêtent donc à se rendre jusqu'à la Lune. Aucun alunissage n'est toutefois prévu durant les 8 jours en orbite. Cette mission est une première étape en vue d'implanter une base permanente dans 2 ans. Le décollage de la fusée SLS a été reporté à plusieurs reprises en raison de problèmes
techniques. On revient sur Terre maintenant. Michel, les débatteurs qui vont s'intéresser ce soir au sort de la résidence officielle du premier ministre. Oui, le 24 Sussex. Récemment, la CBC nous apprenait que le gouvernement pourrait bientôt trancher sur le sort de cette résidence-là, qui est en fait la résidence officielle du premier ministre, en principe, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas un premier ministre qui y a habité, parce qu'elle est carrément inhabitable. Oui, en effet. On l'a vidé son amiante, de la plomberie, des systèmes mécaniques désuets. Justin Trudeau avait, en fin de mandat, demandé un plan pour une nouvelle résidence. Mark Carney a dit qu'elle n'allait pas déménager là-bas. Anyway, là, il y aurait des grosses rénovations à faire. Est-ce qu'on doit tourner la page sur ce pan de notre histoire pour ou contre rénover la résidence du premier ministre canadien du 24 Sussex? C'est la question du débat de ce soir. Merci beaucoup. Bon débat. Soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. D'ici là, soyez prudents. Bonne soirée à tous.